Bien, nous sommes à l'heure, professeur. Donc, nous allons terminer cet après-midi des Actualités du Faro par deux sessions. Une qui sera un peu plus courte en fin d'après-midi. Et la première session, la session 7, qui est consacrée aux communications libres en santé au travail, est présidée par Jean-François Ferrand, qui, le premier, va nous donner une conférence. Monsieur le professeur, vous avez 15 minutes. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Et moi aussi, je vais remercier mes maîtres et anciens de m'avoir invité à participer à ce congrès, donc en particulier le professeur Boutin qui a participé à ma formation. Donc, j'espère vous intéresser au travers de cette présentation sur le suivi de la santé des personnels civils travaillant dans les emprises militaires françaises au sud. Donc, aucun conflit d'intérêts. Alors, pour introduire cette présentation, quelques précisions. Lorsqu'on parle de personnel civil, il y a deux populations de personnel civil qui peuvent travailler dans ces emprises militaires françaises. Il y a tout d'abord les agents civils du ministère. On compte 62 000 agents civils et une toute petite partie de ces agents sont déployés hors métropole. Vous voyez, de l'ordre de 1500 agents civils, fonctionnaires, ouvriers de l'État ou contractuels du ministère. Ensuite, l'autre catégorie, ce sont les personnels civils de recrutement local, à peu près aussi 1500 agents. Alors parmi ceux-ci, on a effectivement des citoyens des États hôtes, mais aussi parfois quelques familles de militaires, en particulier pour les forces françaises à Djibouti, où on a une centaine aussi de personnels citoyens français au titre des PCRL. Pour les premiers, pour les agents civils du ministère, on a un état de santé qui est connu. Ils ont une visite avant déploiement sur ces territoires. Par contre, pour les seconds et même pour les familles des militaires, on n'a pas forcément une visite d'aptitude avant le départ ou des connaissances, enfin une visite d'aptitude avant l'emploi ou des connaissances sur leur état de santé. Donc lorsqu'on parle de suivi de l'état de santé, il y a bien sûr une activité de médecin traitant qui peut être réalisée au bénéfice de ces personnels civils de recrutement local avec des soins, mais ce que l'on entend surtout, c'est un suivi au titre de la médecine de prévention. Cette médecine de prévention, c'est l'équivalent de la médecine du travail. Et elle est exercée, cette médecine de prévention, par les médecins, mais aussi par les infirmiers. Et les deux aspects de cet exercice, il y a bien un suivi individuel de l'état de santé, mais il y a aussi des actions en milieu de travail. Maintenant, les emprises militaires au sud, elles sont vraiment très diverses. On pense bien sûr aux opérations extérieures, Barkhane qui se termine, Daman au Liban, Chamal en Irak, mais on a aussi des forces prépositionnées, Sénégal, Djibouti, et les forces de présence et de souveraineté, Mayotte ou la Polynésie. Le cadre réglementaire de cet exercice, c'est tout d'abord la santé, sécurité au travail, telle qu'elle est définie dans le Code du travail français. Donc ce Code du travail français, il est décliné au sein du ministère. Il y a un décret de 2012 qui est relatif à la santé et sécurité au travail et qui traite en même temps de l'aspect médecine de prévention. Ce décret, il reprend exactement les livres 1er à 5 du Code du travail. Et ensuite, l'état-major des armées décline les prescriptions du décret au travers d'une instruction de 2015. Alors ces textes, qu'est-ce qu'ils nous disent? Pour les agents civils du ministère des Armées, la première colonne, la réglementation en matière de santé et sécurité au travail du ministère de la Défense, elle est applicable quel que soit le territoire. Pour les PCRL, ce qui va être mis en avant, ce sont les dispositions établies dans le cadre des contrats de travail
et sinon les règles fixées par le Code du travail du territoire d'accueil, sauf s'il y a des accords ou des traités qui abordent de manière spécifique ce suivi de l'état de santé des PCRL. Mais en tout cas, l'esprit des textes, sont les dernières lignes de la diapositive. La volonté, c'est d'assurer le même niveau de protection, quel que soit le statut du personnel, et on va retenir les règles les plus protectrices en matière de santé et sécurité au travail. Maintenant, la deuxième partie, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est le suivi. Donc, au titre de la médecine de prévention, on décline au travers d'arrêtés spécifiques pour les agents civils et les agents militaires. On a aussi une circulaire. Pour ces agents civils du ministère des Armées et pour les PCRL, les acteurs sur les emprises au sud, ce sont soit les directeurs interarmes du service de santé des armées, soit pour les opérations extérieures, les directeurs médicaux. Et en tout cas, ces deux acteurs locaux, ils vont prendre conseil auprès du coordonnateur national de la médecine de prévention, qui était le poste que j'occupais auparavant. Et ce coordonnateur, il a une vision d'ensemble sur cet exercice de la médecine de prévention, quel que soit le territoire. Donc il va les conseiller. En matière d'exercice, pour les agents civils du MINARM, on va pouvoir s'appuyer sur des territoires, départements comme Mayotte ou La Réunion, sur des services de prévention en santé au travail, tels qu'ils existent sur le territoire métropolitain. Sur aussi les conseils et les comités de gestion de la fonction publique territoriale qui offrent des prestations pour l'ensemble des ministères. Et enfin, on dispose de médecins militaires et de médecins civils qualifiés en médecine du travail au sein du ministère. C'est notre dernière ressource pour assurer le suivi de ces agents civils. Pour les PCRL, sauf des circonstances exceptionnelles, c'est la loi locale qui s'applique et on va s'appuyer sur les ressources locales en médecine du travail. Dans tous les cas, pour les déploiements en OPEX, il y a une précision qui est apportée par une publication interarmes et qui nous dit, pour le soutien des forces, on déploie des médecins militaires. Et ce médecin militaire, ce médecin de camp de l'emprise, il assure aussi la médecine de prévention pour l'ensemble du personnel stationné, donc qu'il s'agisse de personnel militaire ou de personnel civil. Abordons maintenant la mise en œuvre. La problématique, c'est en quelque sorte pour la mise en œuvre qu'on n'a pas toujours au niveau local ces ressources en médecins du travail. Auprès des services de prévention et de santé au travail, comme sur le territoire métropolitain, ils ont beaucoup de médecins qui partent à la retraite, des moyennes d'âge assez élevées, donc même lorsqu'on veut passer des marchés, on n'a pas toujours cette possibilité. Les structures locales de médecine du travail, il faut qu'elles existent aussi et ils peuvent avoir, même si elles existent, ces difficultés en vivier de médecins du travail. Et pareil, pour les mutualisations, elles ne sont pas parfois possibles. Donc souvent, la règle générale, c'est que cet exercice, il était réalisé par les médecins des forces au sein des emprises médicales déployées sur ces emprises au sud. Mais dans certains cas, les États se sont dotés de structures locales en médecine du travail et on a eu l'exemple au Sénégal en 2017 où on s'est fait rappeler à l'ordre par l'inspection du travail sénégalaise qui nous a dit non, vos médecins militaires, ils ne sont pas inscrits à l'ordre des médecins sénégalais, donc ils ne peuvent pas suivre les personnels civils de recrutement local. Donc là, on a fait marche arrière et on a mis en place un marché qui est financé par les autorités militaires françaises. Un aspect, un petit coup de projecteur sur une préoccupation récurrente. Donc, ces PCRL, ils sont employés dans des emplois administratifs, dans des emplois de manutention, de magasinage. Mais il y en avait une bonne partie qui était employée à la manipulation, à la préparation des repas dans les messes. Et cette préoccupation, elle a été lancée tout d'abord par un rapport de l'inspection du contrôle général des armées. On a la particularité au sein du ministère d'avoir notre propre inspection du travail qui est portée par le contrôle général des armées.
Donc les inspecteurs qui étaient en mission sur Barkhane s'étaient inquiétés du suivi des PCRL. Et puis on avait aussi les médecins des forces qui remontaient des questions au moment où j'étais coordonnateur national de la médecine de prévention sur la périodicité des visites, sur la nature des examens complémentaires à réaliser. Et puis certains qui me demandaient des approvisionnements pour déparasiter les personnels en phase d'hygiène et en Zintel. Donc pourquoi il y avait cette préoccupation particulière? Donc il y avait bien sûr ce rapport de l'inspection du travail du contrôle général des armées, mais il y avait surtout un effectif conséquent de PCRL qui était affecté à cette activité. Et puis le souci en opération extérieure, le maintien de la capacité opérationnelle des forces, c'est quand même les diarrhées qui restent à un niveau de prévalence toujours important sur les forces déployées. Donc éviter à tout prix chez les militaires déployés ces toxi-infections alimentaires collectives. Et puis on avait quelques vieux textes qu'on n'avait pas mis à jour, et en particulier une circulaire de 89 qui nous disait encore qu'il fallait réaliser l'écoproculture, les parasitologies des selles et la radiographie pulmonaire à l'embauche. Donc en qualité de coordonnateur national, ce que j'avais rappelé, c'est tout d'abord que ces visites initiales pour les personnels affectés aux préparations de denrées alimentaires, elles ne relèvent pas forcément d'un suivi individuel renforcé. Auparavant, c'était les surveillances médicales renforcées, mais que maintenant, ça rentrait dans le champ des visites d'information et de prévention qui étaient réalisables par des infirmiers. Et que ce suivi, en tout cas, il ne nécessitait pas la mise en œuvre d'examens complémentaires, en tout cas pas au niveau où il était décrit dans cette ancienne circulaire. Enfin, que même si on réalise des examens complémentaires, ça ne garantit en rien l'état sanitaire dans les mois et les semaines à venir. Et puis aussi, en matière de déontologie, on ne fait pas de déparasitage systématique, et avant de mettre en œuvre des traitements, même s'il y a un résultat positif, un examen complémentaire, il doit quand même être justifié par l'état clinique du patient. Et enfin, en termes de prévention des risques, ce qui est le plus important, c'est d'avoir une évaluation justement de ce niveau d'exposition, et de mettre en place une organisation du travail qui soit reproductible, universelle. Et en particulier dans le domaine de la préparation alimentaire, on a l'Hazard Analysis Critical Control Points qui permet, en respectant des mesures d'hygiène et certains ports de pays, d'assurer que l'on évite la contamination des aliments. Donc le seul examen complémentaire que l'on pouvait conserver, c'était la radiographie pulmonaire du fait de la forte incidence des tuberculoses. Et enfin, ça nous a permis de faire le nettoyage sur les textes et d'abroger cette vieille circulaire de 1989. Les autres préoccupations, les questionnements des médecins des forces au sujet du suivi des personnels affectés aux travaux de restauration, ils mettent en évidence parfois une méconnaissance. Nos médecins, souvent, ils veulent des recettes toutes faites, des conduites à tenir, mais parfois, ils peuvent manquer de curiosité. Donc, il faut leur rappeler régulièrement que voilà, on fait une médecine qui est basée sur les preuves, on suit les recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé, de la Société française de médecine du travail. Et les recettes, on a vécu l'expérience de l'amiante, on sort un peu des pays du Sud, mais en tout cas, ça a montré que d'appliquer de façon systématique des examens complémentaires sans discernement, ça n'a en tout cas pas protégé les personnels qui y étaient exposés. Donc ils faisaient bien le travail, et des explorations fonctionnelles respiratoires ou des radios pulmonaires à rythme régulier, mais en tout cas sans plus-value pour la préservation de la santé des personnels. Donc le premier bilan et le premier constat, c'était qu'il fallait renforcer la formation en santé au travail des médecins et des infirmiers des forces pour améliorer la préservation de l'état de santé et la capacité opérationnelle de nos forces, mais aussi pour avoir une bonne prise en charge de la préservation de la santé des PCRL. Et tout cela, en plus, ça contribue à un concept important qui est la protection santé de la force.
L'autre préoccupation, c'est que lorsque la mission est assurée par les structures locales de médecine du travail, l'action en milieu de travail, il y a le suivi individuel, mais l'action en milieu de travail, elle doit se déployer au sein des emprises. Donc les médecins du travail locaux, ils doivent avoir accès aux emprises. Et l'inspection du travail local doit avoir accès aux emprises. Donc ça peut soulever des questions en termes de sécurité, de protection de la force. Donc c'est logique qu'ils y aient accès, mais paradoxalement, en France, l'inspection du travail civil, elle n'a pas accès aux emprises militaires. C'est la raison pour laquelle, au sein du contrôle général des armées, on a notre propre inspection. Alors en conclusion, en tout cas, il faut avoir à l'esprit la nécessité de prendre en compte ce suivi de l'état de santé des PCRL, et ça doit être prévu dès les accords et les traités avec les États qui nous accueillent. En tout cas, avoir à l'esprit que le but, c'est de préserver l'altération de l'état de santé en mission principale et non plus seulement en mission exclusive. Et qu'il faut bien sûr, dans ce suivi, faire du dépistage, de l'information sur les risques, mais aussi avoir une action importante en milieu de travail. Et pourquoi je vous disais, il ne s'agit plus d'une action exclusive, mais d'une action principale, parce qu'il est nécessaire de décloisonner les actions et de faire aussi des actions de promotion de la santé avec une version un peu plus santé publique. Depuis la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, il y a une volonté de décloisonner médecine du travail et santé publique. Donc, dans les emprises au sud, ça doit aussi être mis en œuvre. Et enfin, en tous les cas, que l'on soit les seuls à agir avec nos propres ressources ou avec l'aide des structures locales, il faut qu'il y ait une synergie entre les différents acteurs, et tout cela pour renforcer les actions qui vont être mises en œuvre, les actions de prévention primaire qui doivent être mises en œuvre par les employeurs. Voilà, je vous remercie pour votre attention. D'accord. Donc, pour la présentation suivante, j'appelle le professeur Yoshitaka Morimatsu, qui va nous parler de la pêche sous-marine, en particulier dans un contexte familial au Japon. Enchanté, Madame et Monsieur. Je tiens tout d'abord à remercier le comité directeur de la conférence d'avoir accepté ma présentation. Le président et les personnes rencontrées à Bergerac, Dr. Jean-Marie Michaeli et Dr. Arpili Michael. Je suis médecin au travail japonais et j'ai mené pendant 12 ans à partir de 2008 des expériences fondamentales sur la basse pression et l'hypoxie à l'Université Bordeaux 2, maintenant l'Université de Bordeaux. Actuellement, je fais des recherches sur le trouble provoqué par la pression et les vibrations hyperbarrées chez l'homme. Au Japon, la pêche en plongée libre, la pêche en plongée à l'aide d'alimentation en air et la pêche en plongée sous-marine à l'aide de bouteilles sont pratiquées. Lama est une forme traditionnelle japonaise de pêche en plongée libre, décrite dans un livre de 1250 ans intitulé
Manyoshu. La plupart des plongées sont des formes et plongeons sur à plusieurs reprises à des profondeurs relativement faibles pour attraper des coquillages, turbans et des ormeaux. À la suite de notre enquête auprès d'environ 700 plongeurs amas, aucun répondant n'a développé un accident de décompression. Il y a deux plongeurs amas dans la région de Hagi, préfecture de Yamaguchi. Ils plongent en profondeur pour capturer des ingrédients de première qualité tels que l'ormeau noir. Les opérations sont effectuées par des membres d'une même famille, tels que les parents et les enfants ou les frères et sœurs. Le kachido est dangereux car il utilise des poids pour plonger jusqu'à fond marin afin d'augmenter l'efficacité du travail. C'est le cerveau d'un homme qui pêche depuis 12 ans, 21, depuis l'âge de 10 ans. Le principal problème est le vertigo. Une IRM de la tête a révélé que Ama avait développé un infarctus cérébral étendu et nous sommes les premiers au monde à signaler que Ama a souffert d'un infarctus cérébral. Après avoir recueilli des informations selon les skills de nombreux autres amas présentant les mêmes symptômes, nous avons mené une enquête par questionnaire dans cette zone. À la suite du questionnaire, il a été constaté que les facteurs de risque de troubles neurologiques chez l'homme ama étaient la méthode de plongée utilisant un poids appelé kachido et la durée de la plongée. Par conséquent, nous les avons informés que le contrôle de leur honneur de travail réduirait le risque de blessure par décompression et que le nombre de décès pendant le travail parmi les marins a été réduit à 0. La pêche en plongée qui utilisait de l'air comprimé fourni par un compresseur installé sur un navire est pratiquée dans environ 60 pays à travers le monde. L'équipement de plongée utilisé comprend un casque, un détendeur et un masque. Pour des raisons de sécurité, il est obligatoire d'avoir du personnel d'alimentation en air à bord pour cette plongée, mais il n'existe aucune disposition légale concernant l'entretien des compresseurs.
En 2019, un incident s'est produit à Okinawa au cours duquel 2 pêcheurs plongeurs masqués sont morts alors qu'ils pratiquaient la pêche en plongée à propulsion aérienne. C'est le bateau de pêche. Le commandant d'abord de bord n'avait jamais entretenu le système d'alimentation en air depuis qu'il a acheté il y a 10 ans. En séquence, une pôle interne a mal fonctionné, provoquant le pompage de monoxyde de carbone dans les tuyaux des 2 plongeurs. Le frère et le fils du capitaine meurent à ce moment-là. Lorsque le compresseur installé sur le navire fonctionnait, le monoxyde de carbone présent dans le tube à l'air est positif. Lorsque le patient a été transporté à l'hôpital, aucune cyanose n'a été trouvé et ses ongles étaient roses comme s'il dormait. Des analyses de son ont relevé une augmentation de la concentration de monoxyde d'hémoglobine et un œdème cérébral. Les tests d'imagerie montrant de la présence d'air dans les muscles de foie et des cuisses. Une autopsie a été pratiquée et les organes internés étant d'une couleur sanglante brillante. Cette femme qui pratique toujours la pêche en plongée aérienne. Le souffleur d'air était son mari et un jour, juste après qu'elle ait plongé, il lui a crié de remonter tout de suite. Après avoir fait surface, nous avons vérifié le tuyau d'alimentation en air et avons trouvé une fissure dans une partie. Il semble que ce couple se dispute toujours, mais elle a déclaré « Je peux plonger l'esprit tranquille parce que j'ai confiance en mon mari ». La pêche en plongée est un travail dangereux. De nombreux navires sont exploités par des familles et les familles à bord sont responsables de la vie de leur propre famille. Ainsi, si elles ne prennent pas de mesures de sécurité, la vie de leur famille est en danger. La seule chose qui peut empêcher que cela se produise est la confiance de la famille. Afin d'éviter que les familles ne souffrent de malheureux accidents de plongée, non seulement des réglementations légales, mais aussi la confiance des pêcheurs, longueur et
de leur famille sont essentiels. Merci pour votre attention. Oui, professeur, vous pouvez rester assis. For the question after, take here. For the question to respond to the question after the session. C'est qui maintenant? Alors, ok. Donc maintenant, j'appelle le Dr Menonli Adjo-Bimei qui doit nous faire 2 présentations. Oui. Elle est voilà, prête. Donc première présentation sur les marieuses, les accidents de travail des marieuses. Oui. Cotonou. Oui, c'est bien ça. Merci beaucoup, Monsieur le Président de séance. Avant tout propos, permettez-moi de remercier les organisateurs du Pharo pour l'opportunité qui nous a été offerte. Alors, chers maîtres, chers congressistes, mesdames et messieurs, notre communication porte sur les accidents du travail chez les femmes mareyeuses du port de pêche de Cotonou au Bénin en 2022 et sera articulée autour du plan ci-après. Après une introduction, nous présenterons le cadre et les méthodes d'études. Ensuite, suivront les résultats assortis de quelques discussions et nous allons terminer par une conclusion. Alors, le secteur de la pêche et assimilé est très important pour l'alimentation de l'homme en termes de couverture des besoins en protéines animales. Et au cours des 50 dernières années, il a été constaté une augmentation accrue de la consommation de poissons. Les premiers acteurs que sont les mareyeuses sont impliqués dans l'achat des produits de pêche chez les pêcheurs et qu'elles nettoient et stockent et vendent aux clients. Et entre les différentes opérations du mareyage à type de sélection du poisson, de la découpe, de la préparation avant l'étape d'expédition, il y a un savoir-faire et des outils adaptés qui sont nécessaires. Dans le cadre des activités de mareyage à Cotonou, il faut constater que ces femmes utilisent des outils rudimentaires qui sont présentés à l'écran. Il s'agit de coupe-coupe, de couteaux, de ciseaux et manipuler les mains nues. Ce secteur d'activité expose donc à de nombreux risques professionnels, dont les accidents du travail. Il faut dire qu'en France, dans le secteur de mareyage, il a été constaté que la fréquence des accidents du travail était plus élevée que dans les autres secteurs d'activité. Au Bénin, il existe peu de données par rapport à cette thématique dans le secteur du mareyage. Quels sont les objectifs de notre étude? Il s'agit essentiellement de déterminer la fréquence des accidents du travail et les facteurs associés à ces accidents du travail dans cette population de travailleurs. Quel a été le cadre de l'étude? Il s'agit du port de pêche de Cotonou. C'est un espace qui a été aménagé depuis 12 ans après l'indépendance du pays et est sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et de la Pêche, le MAEP. Nous avons mené une étude transversale, descriptive et analytique de octobre à novembre 2022 et la population d'études a été constituée des mareyeuses du port de pêche de Cotonou qui ont au moins une ancienneté d'une année et la taille de l'échantillon calculé était de 355 mareyeuses. Nous avons procédé à un échantillonnage non probabiliste par recrutement successif de ces femmes. La variable dépendante était l'accident du travail et les variables indépendantes étaient constituées des variables sociodémographiques, classiquement l'âge, la situation matrimoniale et autres. Les variables socio-professionnelles regroupaient essentiellement l'ancienneté, le port d'épis, d'équipements de protection individuelle et j'en passe. Les variables psychosociales étaient essentiellement relatives aux symptômes liés au stress, à la charge de travail, à la pression au travail, à la latitude décisionnelle et j'en passe. Ces variables psychosociales ont été codées et des scores ont été calculés selon l'Institut national de recherche et de la sécurité
en France. Et un score supérieur à 50 était équivalent d'une perception négative de ce facteur psychosocial. La collecte des données a été réalisée grâce à un entretien par questionnaire avec l'application Kobo Collect et les données ont été traitées. Une analyse bivariée a été effectuée, ensuite une analyse multivariée avec un taux de conservation de 25% et le seuil de signification était de 5%. Quels sont nos résultats? Nous avons inclus au total 374 femmes mareyeuses d'âge moyen de 43,7 ans, plus ou moins 11,7. 49% étaient non-scolarité et elles avaient une ancienneté supérieure à 15 ans dans 68,7% des cas. La plupart avaient une latéralité droite et le port de gants était absent dans 98,9%. La fréquence des accidents du travail sur site dans notre étude était de 86,4%, fréquence qui est très élevée par rapport aux résultats rapportés par Rinson et Hall dans une étude similaire menée au Burkina Faso qui avait trouvé une prévalence de 31,30%. Et cette différence peut s'expliquer par les conditions de travail qui sont un peu plus difficiles chez les femmes mareyeuses de coton, mareyeuses de Cotonou, pouvant expliquer cet excès de risque. Les différents types d'accidents du travail constatés sur les lieux, nous avons la blessure par piqûre d'arête qui est représentée dans 95,4%, pourcentage très élevé par rapport à la fréquence rapportée par la Caisse nationale française de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui a effectué une enquête dans les établissements de mareyage en 2013 et qui avait trouvé une fréquence de 34% d'accidents par blessure de piqûre d'arête. C'est vrai que ces deux pays sont difficilement comparables. Il faut dire que les mareyeurs du côté de la France portaient des outils de protection individuelle, ce qui n'était pas le cas à Cotonou. Par contre, les accidents de type chute de plein pied étaient moins fréquents, c'était à 4,5 à Cotonou par rapport à 28% en France. Et il faut dire donc que cette différence peut s'expliquer facilement par le fait qu'à Cotonou, il s'agit d'un travail qui se fait sur un sol en terre battue par rapport à la France où le lieu de travail est carrelé, facilitant donc les glissades. Après l'analyse bivariée, nous avons réalisé une analyse multivariée qui nous a permis de retenir deux facteurs associés. Nous avons la perception négative du contrôle sur le travail qui augmente le risque de 2,29 fois et la perception négative de l'avenir professionnel qui augmenterait également le risque de 3,74 fois. Et cela peut s'expliquer par le fait que ces deux facteurs pourraient créer une baisse de la concentration au moment de la réalisation de l'activité et susciter donc un accident. Chers congressistes, que pouvons-nous conclure? Nous retenons que la fréquence des accidents de travail est élevée chez ce groupe de travailleurs et que les deux facteurs qui ont été identifiés, c'est la perception négative du contrôle sur le travail et l'avenir professionnel. Ces deux facteurs sont quand même des facteurs maîtrisables et contrôlables et nous avons proposé comme piste d'amélioration la réorganisation de ce secteur d'activité, les femmes en coopérative, en vue de les aider à une déclaration à la Caisse nationale de sécurité sociale pour qu'il y ait un espoir par rapport à l'avenir professionnel. Monsieur le Président, nous sommes au thème de notre première communication. Merci beaucoup. Donc, on va poursuivre en restant à Cotonou, mais cette fois-ci en allant voir ce qui se passe du côté des enseignants du secondaire. Oui. Donc, je vous redonne la parole. Je vais. Donc, enseignants du secondaire qui semblent aussi en difficulté à Cotonou que sur le territoire français. Merci, Monsieur le Président.
Notre deuxième communication porte donc sur la prévalence et les facteurs associés au burn-out chez les enseignants des cours secondaires de la ville de Cotonou en 2022. Le plan est le classique et il faut dire en introduction que les changements techniques et organisationnels survenus dans le monde ont engendré l'émergence des risques psychosociaux qui ont des conséquences psychologiques, physiques et sociales, pouvant entraîner donc un stress, et la chronicité de ce stress pourrait engendrer la survenue du burn-out, qui n'est rien d'autre que l'épuisement professionnel. Le burn-out, en réalité, est l'épuisement des ressources physiques et mentales consécutives aux exigences professionnelles. Et à 3 dimensions, comme cela a été déjà mentionné hier, la dimension épuisement émotionnel, la dépersonnalisation et la réduction du sentiment d'accomplissement personnel. Il faut dire que le burn-out touche beaucoup plus les professions basées sur les relations humaines. Ici, le cas de l'enseignement, où la relation, c'est la relation enseignant et apprenant. Le terme de burn-out est un sujet d'actualité dans le monde qui a fait l'objet de plusieurs recherches dans le monde. Aux États-Unis, chez des enseignants, il a été constaté une prévalence globale de 5 à 20% de burn-out. En France, chez les enseignants du primaire et du collège, une prévalence de 6,6% de burn-out sévère a été observée. Au Maroc, c'est la dimension de la dépersonnalisation qui a été représentée par 47%. Au Cameroun, une étude menée par le professeur Ona a montré une prévalence globale de burn-out de 78,8%. Au Bénin, il existe plusieurs statistiques en ce qui concerne le burn-out, mais pas dans le secteur de l'enseignement, d'où l'intérêt de notre sujet sur la question. Nos objectifs, c'est de décrire les caractéristiques du burn-out chez les enseignants du secondaire, de déterminer la prévalence du burn-out chez ces enseignants et d'identifier les facteurs associés. Et pour ce faire, nous avons utilisé un cadre conceptuel qui regroupe des facteurs endogènes et les facteurs exogènes. Comme facteurs endogènes, nous avons les facteurs sociodémographiques, les facteurs personnels, les facteurs comportementaux. Et les facteurs exogènes regroupent les facteurs organisationnels et psychologiques, les facteurs professionnels et les facteurs relationnels. Nous avons mené, le cadre de notre étude est constitué des établissements des cours secondaires privés et publics de la ville de Cotonou. Et il s'est agi d'une étude transversale, descriptive, à visée analytique, qui a été conduite pendant une période d'activité scolaire. La population d'études était constituée des enseignants des cours secondaires qui ont au moins une ancienneté de 6 mois et ont consenti pour participer à l'étude. Nous avons procédé à un échantillonnage à 3 degrés, le premier niveau étant l'arrondissement, ensuite le deuxième niveau, l'établissement, le troisième niveau, l'enseignant, qui constitue ici l'unité statistique. La variable dépendante était le burn-out, défini par Maslach Burnout Inventory, et la présence du burn-out est caractérisée par l'atteinte d'au moins une dimension, que ce soit l'épuisement émotionnel, la dépersonnalisation ou la perte de l'accomplissement personnel. Le niveau de burn-out a été classé en 3 catégories de sévérité. Lorsqu'il y a l'atteinte d'une dimension, il s'agit d'un burn-out bas, 2 dimensions, burn-out modéré et 3, burn-out élevé. Les variables indépendantes sont celles présentées dans le cadre conceptuel et la collecte des données a été effectuée grâce à un questionnaire auto-administré qui comprend différentes parties, qui prend en compte le questionnaire de Maslach Burnout Inventory, le Karasek et le Siegri. Nous avons fait la saisie des données grâce au logiciel Kobo Collect et l'analyse des données a été réalisée grâce au logiciel R. Et nous avons effectué une analyse bivariée puis multivariée au seuil de conservation de 25% avec un degré de significativité de 5%. Quels sont nos résultats? Il faut dire que nous avons la population et le nombre total d'enseignants inclus était de 270.
et avec 77% d'hommes, soit un sexe ratio de 3,35. Leur âge moyen était de 38,03, plus ou moins 8,3, avec des extrêmes de 22 et de 63 ans. La prévalence du burn-out dans cette population était de 58,51%, avec les dimensions d'épuisement émotionnel à 41,10%, de dépersonnalisation 27,40% et la perte de l'accomplissement personnel à 21,90%. En termes de sévérité, la sévérité élevée était à 10%, modérée 34% et faible à 56% en moyenne. Si nous devons comparer la fréquence obtenue pour le burn-out chez les enseignants à Cotonou par rapport aux autres auteurs, nous pouvons dire que cette fréquence est similaire aux résultats obtenus au Cameroun, à Yaoundé, par Mbaye et Hall, qui était environ de 58%, et en Chine, en 2020, par Li et Hall, qui était de 53,2%. Par contre, notre fréquence est inférieure aux résultats de Oona et Hall, qui était de 78,8%. C'est des enseignants également du secondaire. Mais cette fréquence est élevée par rapport aux résultats obtenus en Suède par Advison et Hall, qui avaient réalisé une étude de cohorte. Au début, la prévalence du burn-out était de 14% et en fin de cohorte à 15%. À l'issue de l'analyse bivariée, plusieurs facteurs étaient associés au burn-out. Essentiellement, nous avons le soutien social faible au travail, le manque de respect des élèves, l'indiscipline et l'atmosphère pesant au cours, le type d'établissement, ici le type public, était associé au risque, l'insuffisance de pratique du sport, le stress professionnel et le déséquilibre effort-récompense. Après l'analyse multivariée, 3 facteurs se sont distingués. Nous avons la non-pratique de sport. La non-pratique de sport qui augmente le risque de 2,38 et ce résultat est similaire au résultat de Oona en 2019. Le stress professionnel augmente le risque de 1,86, ce qui est similaire au résultat de Carole et Hall et de Lee et Hall. Et il faut dire que cela confirme l'assertion selon laquelle le burn-out n'est rien d'autre qu'un stress chronique mal géré. Le déséquilibre effort-récompense également augmente le risque de 5,98 fois le burn-out, et ceci a été expliqué également par Siegri et Hall. Monsieur le Président de séance, chers congressistes, que pouvons-nous conclure? Il faut dire que la prévalence du burn-out est élevée chez les enseignants du secondaire dans la ville de Cotonou et que la dimension la plus touchée était l'épuisement émotionnel. Les facteurs associés à l'issue de l'analyse multivariée étaient la non-pratique d'une activité physique, le stress professionnel, le déséquilibre entre effort et récompense. Il a été proposé donc un plan de prévention axé sur la motivation financière et promotionnelle des enseignants, la gestion du stress et la pratique régulière d'activités physiques. Il faut dire que le plan élaboré a été mis à disposition du ministère de l'enseignement secondaire pour les établissements publics et remis au niveau de la direction des établissements privés. Monsieur le Président de séance, nous sommes au thème de notre communication. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup. La prochaine présentation, c'est une visioconférence. Oui. On me confirme que le conférencier est en ligne, donc voilà. Donc, le docteur Zoli Rakoto Malala Nivoari Melina de la faculté de médecine de Mahajanga à Madagascar, qui va nous parler du statut professionnel et de la couverture sanitaire et leur impact sur les grossesses. Merci, Monsieur le Président.
je vais parler de l'écran pour discuter la présentation. Docteur, pour le moment, on vous entend un peu haché. Vous entendez? On vous entend, mais un petit peu haché. Donc, essayez peut-être de stopper la vidéo et de garder juste le son. Et de mettre le partage d'écran, s'il vous plaît. Alors pour le moment, on n'a pas encore le partage d'écran. C'est bon, on a la présentation en visuel. Vous avez la... C'est bon? C'est bon et on vous entend. Vous entendez? On vous entend très bien. Quand vous voulez. Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président, de me passer la parole. Bonjour à toute l'équipe organisateur, à tous les orateurs, mais aussi à toute l'assistance. Pour commencer, je voudrais d'abord me présenter. Je suis le docteur Akoto Maral, qui est gynécologue obstétricienne, exerçant au sein de l'enfant du CH à Madagascar, mais aussi enseignant-chercheur au sein de la faculté de médecine et surtout membre de la Société francophone des maladies tropicales santé internationale depuis 3 ans. Je profite de remercier à travers cette présentation. Et donc, c'est un grand honneur et plaisir pour nous, à l'occasion de cette 28e actualité du Faro, de pouvoir partager et participer durant cette journée. Si vous m'entendez, on a une coupure de son. La réalité obstétricienne de ses impacts sur la santé maternelle. Bon, pour ce faire, nous allons suivre le plan classique IMRAD. Qu'est-ce qui nous a poussé à choisir ce thème? En fait, d'une part, Madagascar fait partie d'un pays à très faible revenu dans le monde entier et l'accès aux services sociaux tels que la santé et l'éducation est encore très limité, surtout pour les personnes les plus vulnérables. Et d'autre part, les femmes enceintes font partie de ce groupe très vulnérable, car selon la littérature, le niveau socio-économique a une influence importante sur l'issue materno-fœtale de la grossesse. Ainsi, notre objectif a été de décrire les ressources financières chez les femmes malgaches, d'évaluer l'impact de la présence ou non de prise en charge de frais médicaux des femmes enceintes et surtout d'en déduire une solution applicable dans notre pays. Ce qui nous a conduit à réaliser une étude cohorte analytique sur les femmes enceintes accouchées au sein de notre service, qui est le seul centre de référence obstétricale dans ma région. Le résultat était juste un résultat préliminaire sur une période de 2 mois, se focalisant sur les revenus de chaque foyer, la présence de la couverture sanitaire et le déroulement de l'issue de la grossesse de sa femme. Avant de vous parler des résultats, je vais vous amener à voyager un peu dans ma région.
Mahajang est une région côtière dans la partie nord-ouest de Madagascar qui est là en vert sur la carte. Donc, elle est entourée de la mer. Et donc, elle a comme emblème ce vieux baobab. Et au bout de 2 mois, nous avons reçu 160 femmes enceintes dont 45% n'avaient aucun revenu et 10% seulement étaient fonctionnaires. Et le revenu variait de leur activité. Si on calcule le revenu mensuel, 42,5% des femmes recevaient plus de 250 000 arrières, soit environ 50 € par mois. Donc, le reste recevait moins de 50 € mensuels. Du côté conjugal, 25% des femmes occupaient seules leur foyer et parmi les femmes mariées, leur conjoint gagne moins de 50 € par mois dans 25% des cas. En tout, 62,5% du foyer gagne moins d'1 million d'ariats, c'est-à-dire moins de 200 € par mois. En effet, les ressources financières de la plupart de la population proviennent soit de l'élevage, soit de l'agriculture, soit de commerce, soit de transport de petits taxis appelés bajaj pour le centre-ville et surtout soit de la pêche traditionnelle comme c'est une région côtière. Et le secteur tertiaire occupe seulement 20% des activités professionnelles des Malgaches. Pour le reste qui est salarié, le décret du 1er mai 2022 avait fixé un salaire minimal de 250 000 arrières, c'est-à-dire 50 €, et qui a été rabaissé en mai 2023 à 238 000 arrières, c'est-à-dire 48 € mensuels. Selon la Banque mondiale, seuls 6% de la population malgache occupe un emploi dans un secteur formel à Madagascar et la part de l'économie informelle représentait 76% du PIB en 2016 et 94% des activités formelles sont tous dans le secteur tertiaire. Les données de l'Institut national de la statistique à Madagascar montrent une hausse significative de la proportion du secteur informel depuis l'année 2004 dans notre pays, qui est ici en rouge sur la courbe. Et quant à la couverture sanitaire, 22,5% de notre population d'études n'avait pas bénéficié d'aucune prise en charge des frais médicaux. Pour les secteurs formels, le Code de travail dans notre pays exige l'inscription des entreprises à un service médical interentreprise qui va assurer les mesures médicales des travailleurs et de sa famille, dont la cotisation est à la fois à la charge du travailleur, mais aussi et surtout de l'employeur. Et de l'autre côté, l'État avait initié depuis 2016 ce qu'on appelle Caisse nationale de solidarité pour la santé au CNSS, qui va couvrir la population qui ne sont pas salariés, mais qui voudrait bien, qui souhaiterait bien s'inscrire et va cotiser à 9 000 arrières par individu par an pour bénéficier de cette couverture sanitaire. Mais malgré cet effort, on a commencé à partir de 2 districts pilotes qui a permis d'inscrire 66 000 individus, mais actuellement,
ce projet n'est plus vulgarisé dans notre pays, donc ce n'est plus valable dans plusieurs régions, plusieurs districts de notre pays. Et concernant le revenu mensuel de ces femmes et l'impact sur la grossesse, nous voyons ici que le nombre, contrairement à la littérature, le nombre de consultations prénatales et la voie d'accouchement était protégée par le fait que le foyer gagne moins de 1 million d'arrières. Qu'est-ce qui peut expliquer ce constat? C'est parce que la population de bas niveau socio-économique sont plus disponibles pour atteindre ces consultations prénatales et par rapport aux voies d'accouchement, comme ils n'ont pas de sources financières suffisantes, donc ils préfèrent aller accoucher dans les centres de santé de base pour éviter de payer les médicaments, les consommables qui sont à la charge des patientes dans notre pays. De même pour le recouvrement sanitaire, bizarrement, la présence de remboursement était un facteur de risque pour les fausses couches, la prééclampsie et le décès périnatal d'après le résultat de notre étude. Qu'est-ce qui peut expliquer ce constat qui est inversé? Premièrement, pour les salariés, ils ne sont pas disponibles pour les CPM comme on a dit tout à l'heure, donc et à la fois plus exposés à des stress physiques et mentaux, donc ils sont plus exposés à des pathologies plus graves que les autres femmes. Et compte tenu de la prise en charge des frais médicaux par les services médicaux interentreprises, les femmes qui ont de recouvrement ne se préparent plus financièrement pour l'accouchement. Donc, ces femmes sont à risque à des pathologies maternelles et périnatales. Donc, pour conclure, pour finaliser, nous voudrions proposer quelques suggestions. Donc, pour les femmes enceintes, c'est mieux d'alléger le travail et faciliter leur disponibilité pour le suivi de la grossesse et surtout vulgariser dans notre pays cette caisse nationale de couverture sanitaire pour éviter la mauvaise préparation financière de prise en charge de la santé. Et pour les salariés, exiger la prise en charge médicale complète de leurs soins et enfin rendre formelles toutes les entreprises privées afin de bénéficier de cette prise en charge médicale. Monsieur le Président, c'est ainsi que s'achève notre présentation. Nous vous remercions de votre aimable attention. Bien, merci beaucoup, docteur. Vous restez en écoute. Nous allons aborder la série des questions de l'assistance. Merci. On n'est pas trop en retard. Merci. Voilà. Donc, s'il y a des questions dans la salle pour nos conférenciers, c'est le moment de vous exprimer. Oui. Merci, professeur Ouna, Université de Douala, Cameroun. Je vais remercier l'ensemble des conférenciers pour tout ce qu'ils nous ont présenté. Mais ma question, je vais l'adresser au docteur Menonlia Jobime. Vous avez travaillé avec les marieuses, un échantillon de marieuses. Et l'accident de travail, proprement dit, ressort comme la principale trouvaille de votre travail à 97%. Et vous n'avez pas évalué le risque infectieux, notamment au tétanos, chez cette population exposée qui a déjà plus de, en moyenne, 15 ans d'activité, si je ne me trompe pas.
Merci beaucoup, professeur. Et effectivement, il faut dire que c'est un sujet qui est beaucoup plus vaste que ça. On a présenté juste une partie. Il y a beaucoup d'aspects qui ont été explorés chez ces femmes. Et le statut par rapport à l'état vaccinal lié au tétanos a été évalué. Mais les résultats sont... au fait, c'est un peu subjectif parce qu'on a voulu avoir des informations claires par rapport à la vaccination de tétanos. Ce n'est que les femmes qui ont accouché récemment qui étaient capables de dire si elles ont été vaccinées au tétanos ou pas. Tout le reste, toutes les autres femmes n'ont pas été capables de se prononcer. Cependant, nous avons produit ces résultats dans le document général de l'étude qui a été... Au fait, c'est un travail de mémoire qui a été réalisé. C'est mis dedans, mais cet aspect particulièrement a fait l'objet de beaucoup de discussions parmi nous également, parce qu'on n'est pas convaincu, parce qu'une bonne partie n'a pas été capable de dire si elles étaient vaccinées ou pas, parce que c'est ancien. Et la vaccination, c'est lorsque les femmes sont enceintes qu'elles sont sûres qu'elles ont fait la vaccination au Bénin. Merci. Merci beaucoup, Dr Ribal Aswabwen. Donc, j'ai beaucoup apprécié le travail de Dr Adiobime qui concernait les marieuses et surtout les enseignants. J'ai vu les conclusions qu'elle a proposées et ce que je voulais savoir, est-ce que dans cette démarche de conclusion, est-ce qu'on a proposé une démarche assurance qualité avec des indicateurs de qualité qui pourraient peut-être améliorer leurs conditions et surtout inciter le gouvernement à mettre en place un projet structurel? Merci. Merci beaucoup. Au fait, il n'y a pas eu d'indicateur de qualité de façon précise qui a été inclus dans le plan que nous avons proposé. Nous avons fait la synthèse de l'étude et nous avons déposé le rapport avec des axes d'orientation. Il y a deux secteurs ici, le secteur privé et le secteur public. Pour le secteur privé, la discussion est plus ou moins facile, c'est avec le directeur de l'établissement, quitte à lui de s'engager ou non à améliorer les conditions de ses travailleurs. Par contre, pour le secteur public, c'est vraiment tout autre chose. Tous les directeurs ont dit essayez de déposer le rapport au niveau de notre ministère et puis nos inspecteurs vont essayer d'accompagner. Donc, de façon précise, je ne peux pas dire qu'il y a eu des indicateurs des indicateurs qualité qui ont accompagné ce document. La petite précision, c'est que pour le secteur public, le vrai problème n'était pas que la question la question financière, le déséquilibre effort-récompense. Ils se plaignent même de la considération, de la promotion. Il y a des enseignants qui se disent qu'ils mériteraient d'être directeurs depuis longtemps, mais qui n'ont jamais été sélectionnés pour devenir directeurs, alors que des gens moins gradés sont directeurs d'établissement et autres. Donc, il y a des questions de frustration qui se posent surtout dans le secteur public. Par contre, dans le secteur privé, le vrai problème, parce que nous avons eu affaire également, il y a un aspect qualitatif dans l'étude qui a pris en compte les perceptions des enseignants. Et là, nous avons constaté que pour le secteur privé, le salaire n'est pas acceptable pour un bon nombre, surtout ceux qui relèvent qui sont sous la direction des confections religieuses. Merci beaucoup. Président, une question là? Une question aussi. Oui. Mais merci beaucoup. Je voudrais poser une question au docteur Menondri concernant les accidents, parce que vous avez fait une analyse quantitative en nous parlant des types d'accidents, du lieu, du mécanisme et des sièges. Mais dans une analyse quantitative, il faut également nous parler des indicateurs.
On n'a pas vu un taux de gravité, un taux de fréquence, ni un indice de fréquence. De même, quand on fait une analyse par rapport à des accidents de travail, il est important de faire une analyse qualitative, de nous dire au moins, parce que c'est ça la finalité de la médecine du travail, de nous dire quelles sont les causes et quels sont les moyens de prévention que vous allez édicter. Merci. Merci, cher professeur. Effectivement, nous n'avons pas présenté des indicateurs classiques des accidents parce que nous sommes allés faire une étude vraiment ponctuelle. C'est transversal et c'est ponctuel. Donc, il est difficile pour nous de faire un point par rapport aux indicateurs classiques qui sont beaucoup plus faciles lorsque nous sommes on a les données sur une période de temps donnée. Nos indicateurs sont souvent calqués en annuel et autres. Mais ici, nous avons fait une étude vraiment ponctuelle, ce qui fait que nous sommes très limités par rapport aux informations liées à ces indicateurs. Par contre, par rapport au deuxième volet de votre intervention, oui. Nous avons effectivement, comme je l'ai dit, c'est un mémoire, et dans le mémoire, il y a un certain nombre de détails complémentaires. Nous avons juste fait une petite synthèse pour cette présentation qui clarifie les différentes causes des accidents, les différents moyens que nous avons proposés pour pouvoir améliorer les conditions de travail de ces mareyeuses. Merci beaucoup, cher professeur. Une autre question? Merci, nous félicitons tous les orateurs. Ma question s'adresse au professeur Jean-François Ferrand. Alors, quand vous avez présenté la situation du personnel civil, le PCRL, si je comprends bien, je voulais savoir un peu quel est le degré de collaboration des résultats de surveillance de ces personnels civils-là avec le système national. Pourquoi je dis ça? Parce que on se rend compte, surtout en RCA par exemple, que les éléments de surveillance du personnel civil qui est fait par le médecin militaire, on n'a pas ces informations au niveau national, au niveau du système national d'information, ou bien au niveau de la surveillance épidémiologique au niveau national. Et parfois, c'est a posteriori que le niveau national est informé d'un cas suspect, par exemple, d'une maladie sous surveillance épidémiologique. Donc, je voulais un peu comprendre, est-ce qu'il y a déjà ces dispositions? Parce qu'on voit qu'il y a un peu il n'y a pas vraiment une fluidité dans les partages d'informations par rapport à ce qui se fait au niveau de ces personnels civils et le système national de surveillance des maladies. Alors, pour la surveillance des personnels civils de recrutement local, comme pour nos militaires, si un cas à risque d'épidémie survenait sur l'emprise, je pense que toutes les mesures sont prises pour informer les autorités locales ainsi que les autorités militaires. Maintenant, est-ce que le dispositif est formalisé? Est-ce que c'est couché sur le papier dans le cadre des accords? Je ne pense pas. Mais en tout cas, dans les textes du ministère, dans l'exercice de la médecine de prévention, il y a bien cette notion d'alerte en cas de risque épidémique, avec les précautions d'usage telles que le respect du secret professionnel quand on lance l'alerte. Mais la formalisation vers l'autorité territoriale, le système national d'information, non, je ne pense pas qu'elle soit formalisée. Maintenant, est-ce que les services les structures locales de médecine du travail, comme elles ont tendance quand même
à prendre la main. On avait le Sénégal, sur Djibouti aussi, c'est une structure locale qui prend la main sur le suivi en médecine du travail. Si on a une extension comme ça de la capacité à prendre en compte cette surveillance par les structures locales des États, il faut aussi voir de quelle manière, eux, ils remontent l'information. Ok, donc c'est bon. Alors, une intervention. C'est Amael Makotode, médecin du travail. Moi, je voudrais féliciter le professeur Yoshitaka pour plusieurs raisons. Déjà, pour un japonais, venir faire une présentation en français, franchement, bravo. Ensuite, je voudrais rappeler combien de fois la culture, les us et coutumes, de par nos origines, de par certaines origines également asiatiques, peuvent rester têtus malgré tout ce que la médecine du travail peut faire. Donc, franchement encore, merci. Vous êtes probablement celui qui a parcouru le plus de kilomètres pour être avec nous aujourd'hui. Et merci pour tout ce que vous avez partagé. Merci. Président, je pense qu'il est temps de conclure. Peut-être. Une question. D'abord, merci aux collègues qui viennent prendre la parole. Tu as dit beaucoup mieux que moi ce que je voulais dire au professeur Morimatsu. Mais j'ai quand même une question à poser au professeur Morimatsu. In French or in English? One question, please. In English, okay. Just about funado, the traditional fishing method you present us. How many peoples and how many families today still practice this traditional kind of fishing, please? How many? Effective. Is it breast holding diving? Breast holding? Only breast holding? About a few thousand families, I think so. There was a lot. No, it's industrial living. Like, thank you, Professor. Thank you, Professor Morimatsu. I switch in French. Donc, Professeur Ferrand, if you want to conclude this session, please. Donc, merci beaucoup pour ces interventions qui nous ont beaucoup fait voyager. Les préoccupations sur la grossesse à Madagascar. Je vois que les négociations sociales et la baisse du SMIC peuvent être appliquées dans certains pays. Je ne sais pas si ça aidera à résoudre les difficultés des populations. En tout cas, le dynamisme au Bénin sur les actions réalisées est remarquable. Et effectivement, encore merci au professeur Morimatsu. Effectivement, l'activité traditionnelle est un peu plus dangereuse au Japon que la recherche des truffes dans certaines de nos régions. Mais merci pour tous ces partages. Voilà. Merci à vous.